faisais quelque chose dans lequel je croyais, mais en fait qui avançait pas, dans lequel je progressais pas. J'ai tenu bon parce qu'en termes de valeur, je ne me voyais pas retourner dans la banque et je me disais mais il faut vraiment que je trouve quelque chose qui fasse du sens. Il y a un moment où il n'y avait plus d'argent, ça marche pas et je me retrouvais enfermée à la maison, pas bien, avoir vraiment l'impression de végéter et de m'oublier en fait complètement. Je m'appelle Marion Lemaire, j'ai 47 ans et 3 enfants et j'étais avant directeur de projet dans la banque, dans l'informatique et je suis maintenant créatrice de t-shirts en lin. Donc j'ai monté ma petite entreprise. J'ai grandi en banlieue parisienne avec une maman à la maison qui s'occupait de nous et j'étais plutôt l'enfant sage en fait de la fratrie, celle qui travaille bien mais pas trop parce qu'elle n'a pas envie de se fatiguer, qui fait jamais de bêtises et en fait dont on parle peu. J'ai commencé par une maîtrise de droit, pas du tout par vocation, mais parce que je ne savais pas quoi faire. Et j'avais rencontré entre-temps celui qui est devenu le père de mes enfants, qui lui faisait de l'informatique. Et en fait, j'avais envie de trouver quelque chose qui nous relie, en fait, une connexion. Et donc, je me suis lancée dans des études d'informatique, dans lesquelles il m'a aidée, en fait, qui nous a permis de vraiment partager quelque chose. Et ensuite, je me suis lancée dans le conseil et j'ai commencé à travailler dans les grosses boîtes, donc à rentrer dans la banque. Je me suis vraiment fixé un objectif de carrière parce que j'avais envie de briller, j'avais envie que lui, il soit fier de moi. Et donc, j'ai gravi des échelons petit à petit en fait, de management et donc avec des équipes de plus en plus grosses, des responsabilités de plus en plus grosses. Et donc, on travaillait tous les deux beaucoup avec un schéma où c'était moi en fait, qui m'occupais des enfants. Et je rentrais le soir et il fallait rentrer en courant. J'enlevais mes chaussures, je prenais mes enfants, je les faisais dîner, je faisais les devoirs. C'est moi qui faisais tout en fait. Je m'occupais de la maison, je m'occupais de lui, je m'occupais de mon travail. Donc je me suis retrouvée en fait à devoir gérer trop de choses en même temps, avoir le sentiment de rien faire tout à fait bien en fait, et sans réussir à arbitrer. Alors bon, les enfants, j'ai pris des nounous, j'avais trouvé quelqu'un de vraiment bien, mais bon, c'est pas très satisfaisant d'avoir ces enfants qui sont élevés par quelqu'un d'autre, et avec quand même trop à faire, et j'arrivais à rien lâcher en fait. J'ai demandé de l'aide à mon mari, il me disait bon, « t'as qu'à travailler moins, c'est de ta faute ». Mais bon, sans me proposer de m'aider à emmener les enfants aux urgences quand il y en avait un qui tombait ou aller chez le médecin. Ça m'a fait plonger dans un état psychologique. En fait, j'ai fait un burn-out. C'était en 2012, je crois. J'ai su que j'étais en burn-out quand j'ai commencé à avoir envie de pleurer tout le temps. Donc au bureau, dès qu'on me rajouter un peu de pression, donc qu'on me faisait une remarque parce que j'étais en retard dans la livraison de quelque chose, ou qu'on me parlait un peu sèchement, je m'enfermais dans mon bureau et je pleurais. J'avais plus aucune patience avec les enfants. Avec mon mari, c'était pareil, et je ne dormais plus. En fait, le cerveau s'arrête jamais. Donc, toutes les nuits, j'étais en train de penser à tout ce que j'avais encore à faire, tout ce que j'avais pas fait. Et on rentre dans un cercle vicieux, en fait, et plus on est fatigué, et plus on est sensible, et moins on arrive à se concentrer. Et j'ai réussi à m'en sortir sans arrêter de travailler, mais avec des médicaments pour dormir, et puis des antidépresseurs pendant longtemps. J'ai eu un long traitement. Donc j'ai quitté mon poste de l'époque, et j'ai eu un autre manager de la banque avec lequel je m'entendais très bien, qui m'a dit « Je te prends avec moi, je t'offre un poste sans management, tu vas te reposer, tu vas te refaire, et ensuite tu pourras continuer à grimper ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc elle m'a prise pendant 1 an avec elle, 1 an et demi, avec un travail super intéressant. Elle m'a fait rencontrer des gens vraiment très haut placés dans la banque, donc c'était pour mon réseau et pour la suite de ma carrière, c'était vraiment super. Et donc j'étais plus disponible et donc forcément à la maison ça allait mieux. Après cette année et demie de poste plus tranquille, qui m'a permis donc d'avancer dans ma thérapie, de reprendre confiance et de me sentir bien, j'ai changé de poste à nouveau et là je me suis retrouvée avec un poste avec encore plus de responsabilités qu'avant. Après, on m'a proposé un poste de directeur de projet en plus de mon poste de management que j'ai accepté en disant oui, je vais y arriver, sauf que non, je ne suis pas arrivée. Donc au bout d'1 an, re-burn-out, mais là, du jour au lendemain, j'ai arrêté d'aller travailler. J'étais allée voir un médecin qui m'avait dit « il faut que vous arrêtiez de travailler ». Je me suis dit « je ne peux pas les laisser comme ça, il faut que je finisse ça et ça et ça ». Et en fait, je n'ai pas fait, je me suis dit « non, c'est une grosse banque, ils vont pouvoir réussir à fonctionner sans moi ». J'étais vraiment arrivée à un stade où je ne pouvais plus. En fait, mon deuxième burn-out était en 2016, donc 4 ans après. J'ai essayé de retourner au bureau au bout de quelques mois, mais j'ai dû rester, je pense, 2 ou 3 jours, et puis après, j'ai réarrêté. Et en fait, pendant ce temps-là, donc, où j'étais mal, donc à nouveau sous traitement, je me suis vraiment posé des questions sur la suite. Parce qu'il y a un moment où, quand ça arrive 2 fois, on se dit est-ce que je suis vraiment faite pour ça ? On avait commencé à la maison à changer notre consommation. On avait eu une prise de conscience sur les problèmes liés à l'environnement.
et aux délocalisations, donc aux problèmes de chômage. Et on était vraiment dans le consommer local et favoriser les savoir-faire locaux et français dans notre consommation. J'avais déjà depuis quelques années en tête le fait de j'arrive pas à consommer comme je veux parce qu'il y a des choses qui n'existent pas. Et en l'occurrence, c'était les vêtements pour mes enfants en fait. Et acheter français pour les enfants, c'est vraiment compliqué. Donc après quelques mois, j'ai négocié une rupture conventionnelle avec ma société. C'est mon mari à l'époque qui me disait c'est le moment. Tu lances ta ligne de vêtements pour enfants, on a des économies, on les met dedans. Donc je me suis lancée. Je faisais des t-shirts et des sweatshirts pour enfants, donc fabriqués en France en coton bio. J'ai tout fait toute seule, donc aidée par mon mari pour la partie photo, mais sinon tout le reste, les modèles, le site internet, je me suis débrouillée toute seule pour absolument tout. Et j'ai lancé cette activité, c'était très difficile. Sans aide extérieure, avoir de la visibilité et en fait faire en sorte que la marque fonctionne, c'est quasiment impossible. Je faisais quelque chose dans lequel je croyais, mais en fait qui n'avançait pas, dans lequel je ne progressais pas. J'ai tenu bon parce qu'en termes de valeur, je ne me voyais pas retourner dans la banque et je me disais, mais il faut vraiment que je trouve quelque chose qui fasse du sens. Il y a un moment où il n'y avait plus d'argent, ça ne marche pas et je me retrouvais enfermée à la maison, pas bien, avoir vraiment l'impression de végéter et de m'oublier en fait complètement. J'ai discuté en fait avec des gens, tout l'écosystème du Made in France en fait que j'ai rencontré. Et j'ai une de mes amies en fait qui travaille dans la mode avec lesquelles j'en ai discuté. Elle m'a dit il faut que tu fasses de l'adulte, l'enfant c'est trop compliqué. Elle m'a dit mais t'as commencé à travailler avec du lin, c'est une matière locale, c'est super. Je vais t'aider. Tu vas lancer une ligne de basiques en lin. On dessine les modèles ensemble. Elle est directrice de collection dans des grosses maisons, donc c'est vraiment son métier. Et tu lances une campagne sur Ulule, une campagne de financement participatif et tu démarres comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ça a commencé c'était en juillet 2018 et j'ai lancé ma marque le 6 novembre 2018. Donc ça a été très très rapide. Donc boosté à fond par toute ma communauté du Made in France, par cet ami-là. Et alors là par contre, dans ce projet-là, mon mari, je ne l'ai pas embarqué du tout. Il a vu que j'avais beaucoup de boulot, donc il s'est mis à s'occuper des enfants, faire les courses, préparer les repas, il a fait énormément pour me décharger. Et en fait, ça allait plus depuis longtemps. Avant, on communiquait beaucoup, on avait des métiers qui étaient proches, on échangeait énormément, et là, on n'arrivait plus en fait. On n'arrivait plus à se retrouver, j'avais plus envie de lui raconter, et on s'est séparés le 1er janvier. Donc je me suis retrouvée avec plus de mari, mais une jolie marque qui démarrait, et puis mes 3 enfants. Avant, je faisais rien en fonction de moi. Même quand j'étais salariée au bureau, je faisais pour avoir la reconnaissance des autres. Je ne me suis jamais demandé, en fait, et toi, toute seule, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est une fois que je me suis lancée et quand je me suis rendu compte que mon mari, en fait, il faisait plus partie de mon projet, que je me suis dit, ouais, en fait, ça y est, enfin, maintenant, je fais des choses pour moi. Je pense à moi et je fais en fonction de ce que je veux moi, et pour atteindre mes objectifs à moi, et pas ceux que je me suis fixés pour faire plaisir aux autres. J'ai lancé donc la marque le début de novembre 2018. Et en fait, j'ai participé au Salon du Made in France le 8 novembre de la même année, ce qui m'a permis de rencontrer mes premiers clients. Et aussi de rencontrer d'autres personnes de l'écosystème du Made in France. Et en fait, toutes ces rencontres-là m'ont permis de ne pas refaire les erreurs que j'avais fait sur ma première marque, donc avoir le bon atelier de confection, le bon atelier pour tricoter la matière. Et j'ai fait ces rencontres dans le lin. C'était une matière que je n'aimais pas spécialement, a priori. Mais je me suis rendu compte que de l'agriculteur jusqu'à celui qui fait mon t-shirt, ils sont tous fans de ce qu'ils font. Et ça, je trouve que c'est magique. C'est une matière qu'on ne connaît pas bien parce que c'est vrai, on connaît tous le lin qui se froisse, blanc, transparent, parce qu'on ne sait plus la travailler en fait. Tout a été délocalisé et en fait, moi je travaille avec ces gens-là pour essayer de faire des nouvelles matières, du plus épais, on va faire des pulls. Il y a tellement de choses à faire que je suis rentrée dedans et là je me dis, si je pouvais, si ma marque marche, mais là, je m'ennuierais jamais, quoi. Et le fait de pouvoir parler de la matière et de maîtriser la chaîne de A à Z, moi, je trouve ça génial. Et je suis même allée rencontrer les agriculteurs. Je vais quelquefois dans les champs, je monte sur les machines avec eux. J'apprends à connaître la matière, je la touche, je la manipule, et ça, je trouve ça génial. Je suis fière de vendre mes produits parce que je sais tout ce qu'il y a derrière. C'est pas juste un t-shirt qui a été confectionné avec une matière locale, c'est un t-shirt qui a une histoire et il y a tellement de gens derrière. Si je devais recommencer aujourd'hui, je ne commencerais pas toute seule. Enfin, il faut avoir quelqu'un qui en est complémentaire et avec qui on peut se challenger. Et tous les entrepreneurs que je vois autour de moi me disent la même chose. Ceux qui ont démarré seuls, on a le même souci. Et aujourd'hui, je me dis, si j'y arrive pas, si ça ne décolle pas, si je suis obligée d'arrêter, ce ne sera pas un échec.
ça m'a transformée, ça m'a enrichie parce que j'ai fait ce que je voulais faire et comme je voulais le faire, ce que je ne me serais jamais dit avant, parce que le regard des autres était trop important.